Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Julie Jaunet, avec qui nous allons parler d'endométriose. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un famage tout particulier à Clémence Mouelé-Moukouri, la présidente de l'association Fan Yourself. C'est grâce à son événement Le Mois de l'Empowerment que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Ceci étant dit, Julie, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Estelle et merci pour cette invitation avant tout. Donc, tu l'as dit, je m'appelle Julie, je suis une jeune quarantenaire, quarantenaire. 40 ans, c'est jeune, enfin moi je le considère en tout cas. Je suis une professionnelle de la communication et de l'événementiel dans un grand groupe. Je suis engagée dans ma vie personnelle pour les enfants hospitalisés. Je suis une endo-girl malgré moi, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et le meilleur pour la fin, je suis maman. Voilà, je pense que ça me résume bien, hein. Ça me présente bien en tout cas. Top, merci pour cette petite présentation et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'endométriose et les chiffres clés à connaître si tu en as à nous partager? Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique donc qui est inflammatoire et chronique et qui se caractérise en fait par la présence hors de la cavité utérine de tissus qui sont semblables à celui de la muqueuse de l'utérus en fait, qu'on appelle l'endomètre, enfin, qui est l'endomètre. Et ça entraîne une inflammation et des adhérences. Donc les adhérences, c'est un tissu qui est collant, qui est situé dans la région, ces adhérences et cette inflammation sont situées dans la région pelvienne et parfois dans d'autres parties du corps. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui se produit dans notre corps? C'est lorsqu'on a de l'endométriose, c'est que les tissus de l'endomètre qu'on produit au cours du cycle, donc à chaque fois qu'on a nos règles en fait, ne s'évacuent pas avec le sang des règles qui s'écoulent et donc qui s'évacue à l'extérieur de notre organisme, de notre corps, mais ça reste à l'intérieur et ça se dépose sur différents organes, ce qui provoque à chaque cycle suivant des douleurs atroces. Donc que ce soit au niveau de l'utérus, de la vessie, du système digestif, du rectum, des ligaments utérosacrés, enfin ça peut être un peu partout dans ces zones-là. Et parfois même ailleurs, les ovaires aussi également. Parfois ça monte un peu plus haut dans certains cas exceptionnels. Et voilà en gros ce que c'est que l'endométriose. Donc c'est très douloureux et chaque cas est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a une endométriose semblable. C'est propre à chacune. Voilà. Donc c'est une maladie aujourd'hui qui n'a pas de traitement et qui évolue en gros de la puberté dès lors que l'on est réglé jusqu'à la ménopause. Et il n'y a pas de traitement, bien que ça touche, et là on va parler de chiffres, à peu près 2 millions de femmes en France, soit une femme sur 10. Enfin, c'est ce qu'on dit à peu près. Et peut-être même plus parce qu'il y a aussi des formes d'endométriose qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que certaines femmes sont touchées, mais elles n'en souffrent pas, donc elles ne savent pas qu'elles ont cette pathologie-là. Et du coup, on dit une femme sur 10, mais ça pourrait être 1 à 2 femmes sur 10, ce qui est déjà colossal, enfin, c'est énorme. En effet, c'est des chiffres plutôt alarmants et c'est assez dingue que ça prenne toujours autant de temps pour que les choses puissent avancer. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important de libérer la parole à ce sujet-là. Et justement, je me dis pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est de vivre avec la maladie, qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, tu as pu le mentionner, que c'est des douleurs, évidemment. Mais je me dis que toi, ton quotidien, comment il se passe? Alors, c'est une bonne question parce que pour le coup, le quotidien avec cette maladie, c'est serrer les dents quand on est au travail. C'est c'est taire un peu les douleurs dans son quotidien, c'est avoir des réflexes de regarder quand tombe son cycle, lorsqu'il y a des vacances ou des week-ends ou des soirées qui se profilent. C'est avoir toujours sur soi une petite trousse blindée de médocs et d'électrodes, enfin pour ma part d'électrodes, pour pouvoir pallier à la douleur. C'est devoir anticiper un éventuel projet de maternité ou bien devoir accepter que sa fertilité soit endommagée. C'est subir des opérations chirurgicales très invasives.
c'est être prise de temps en temps pour une folle, enfin en tout cas avant qu'on soit diagnostiqué par certains médecins. Et la maladie au quotidien, c'est souffrir environ, après chaque cas est différent encore une fois, mais une semaine par mois à peu près, une semaine à 10 jours par mois en fonction des cas. Enfin, clairement, c'est pas une vie. Mmh, oui, ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'entends et du coup, de ce que tu me dis, j'ai envie de rebondir sur plusieurs petites choses. Déjà, les électrodes, qu'est-ce que ça te fait, en fait, d'avoir des électrodes? Parce que en quoi ça te fait du bien pour apaiser, les douleurs? Et aussi par rapport à ta maternité, parce que du coup, c'est vrai que tu l'as dit en début d'épisode que tu étais maman et du coup, toi, quel a été ton parcours avec ton endométriose pour, devenir maman? Et combien de temps ça a mis, potentiellement pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose, qu'elles puissent se dire: «Ah oui, d'accord, Julie, elle a eu ce parcours, OK, je sais à quoi m'attendre». Ouais. Alors pour répondre à ta première question sur les électrodes, en fait, c'est un petit boîtier d'électrodes qui a été conçu par une entreprise qui s'est focalisée sur la pathologie endométriose et qui s'appelle Livia, Livia. Et en fait, ce sont des petites électrodes que l'on colle sur les zones en général au niveau au niveau du bas-ventre, les zones qui sont douloureuses où ça nous lance en tout cas, puisque l'endométriose, lorsqu'on a décrit, c'est latent, ça ne s'arrête pas, c'est en continu. Donc ces petites électrodes, on les positionne sur les zones où on a mal et on a un petit boîtier qui permet de régler la force d'envoi de la stimulation des électrodes, donc des petits chocs comme ça, comme des petits chocs électriques dans la zone. Et en fait, ça permet de prendre le pas sur la douleur et du coup, ça atténue et ça soulage, clairement. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps sur moi, enfin que je prévois toujours d'avoir sur moi quand potentiellement je peux avoir mal. Et c'est vraiment enfin, quelque chose que je recommande. Donc voilà, ouais, on n'en parle pas souvent de ces petites électrodes, mais elles font quand même le job. En plus, après des cachets, moi que j'ai l'habitude de prendre anti-inflammatoires associés avec un antidouleur. Mais bon, pour ce faire, j'ai vu une spécialiste de la douleur forte, un docteur spécialisé sur les douleurs très fortes, qui m'a ordonnancé et recommandé ce traitement-là. On fait pas non plus ce qu'on veut quand on a une pathologie, je préfère le préciser. Après, quant à la maternité, effectivement, j'ai eu un parcours particulier. Déjà, moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans de l'endométriose, alors qu'en réalité, j'ai eu les premiers symptômes vers mes 15-16 ans. Donc il y a une quinzaine d'années d'errance hein, pour ce qui me concerne. Alors j'en veux pas au médecin généraliste de l'époque hein, qui me suivait puisque c'est un homme déjà et un médecin généraliste, donc pas forcément très au fait de ces sujets-là. Mais j'en voudrais plus à la gynécologue qui m'a suivie par la suite lorsque j'avais pas loin de 30 ans, lorsque j'avais 30 ans et qui n'a jamais su m'orienter correctement. Je me suis auto-diagnostiquée, on va dire, avec ma mère. On a fait mon diagnostic un peu toutes les deux. Et là, j'ai été orientée vers un vrai centre qui m'a vraiment diagnostiquée très rapidement en 3 questions avant même de faire les IRM, etc. Donc à 30 ans, bah, il y avait ce désir d'enfant puisque j'étais en couple déjà depuis un certain nombre d'années. Donc c'est là qu'on m'a dit que j'avais une endométriose, donc potentiellement ça serait peut-être pas évident. On a quand même souhaité essayer naturellement. Et on nous a dit attention, n'essayez pas trop longtemps compte tenu de votre atteinte en endométriose. Si ça ne vient pas, on va vite vous orienter vers de la PMA. Et donc c'est ce qui s'est passé. Or, la vie a fait que après peut-être 7 ans, j'ai obtenu une grossesse naturelle. À un moment où on ne s'y attendait pas. Et ouais, miraculeusement, notre fille a pointé le bout de son nez et par le plus grand des bonheurs, évidemment, pour le plus grand bonheur, pardon, et, euh, et par le plus grand des hasards pour notre plus grand bonheur. C'était un petit mix des deux expressions. Et, euh, et voilà. Mais donc il n'y a pas de voilà, il y a pas de règle. Comme je disais tout à l'heure, chaque cas est différent. Pour notre cas, ça a été très long, semé aussi d'embûches. Hein, ça a été des hauts et des bas, mais c'est arrivé naturellement
et on ne sait pas l'expliquer, hein, encore aujourd'hui, mais ça arrive. Donc, il faut toujours garder espoir et j'y reviendrai sans doute par la suite, mais la pensée positive, pour moi, elle joue beaucoup. Je suis très heureuse pour toi de savoir que tu as pu avoir, cette grossesse, au bout de 7 ans. J'imagine à quel point ça a dû être, des années, de sacrifices, de hauts, de bas, je l'imagine d'une certaine manière parce que mes parents aussi, ils ont mis, 7 ans à m'avoir donc c'est vraiment être, j'ai même pas de mots, déterminé à tout prix pour avoir son enfant, et je trouve ça beau en tout cas que vous ayez pu, et vous avez pu y arriver en plus de façon, naturelle, donc c'est ça qui est assez dingue. Surtout après toute cette errance médicale qui en fait, ouais, c'est une histoire qui finit bien un peu comme dans les contes de fées, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais, complètement. Complètement. C'est vrai que bah, quand on a envie d'avoir un enfant, c'est une obsession, on ne pense qu'à ça. C'est ce qui nous manque et c'est ce qui va combler en fait notre foyer, notre vie, nos projets, etc. Et c'est vrai qu'on nous dit toujours, mais arrête d'y penser, ça va arriver, tu y penses trop, sauf qu'il y en a ras-le-bol d'entendre ça, en fait, surtout quand on a une pathologie qui freine ce désir-là. Donc, c'est compliqué, ouais, c'est difficile. Ça faisait de nombreuses années déjà qu'on était en couple, donc autour de nous, tout le monde avait des enfants et tout le monde nous parlait d'avoir un enfant. Alors, quand est-ce que vous vous y mettez? Voilà, vous voulez pas d'enfant, etc. Évidemment que si, mais on ne connaît pas la vie des gens, hein. Je pense que nombreuses seront les filles qui ont de l'endométriose et qui ont ce désir-là, qui vont m'entendre parler et qui vont être d'accord avec moi. Donc voilà, donc si, c'est compliqué, c'est quelque chose de très fort qu'on a en soi quand on en a envie, on ne pense qu'à ça. Et 7 ans, c'est beaucoup trop long, c'est effectivement beaucoup de hauts et de très grands bas pour la vie de couple. C'est pas facile, faut être soudé, voilà, il faut tenir bon. Et puis bon, effectivement pour nous, l'issue a été très heureuse et en plus dans des conditions auxquelles on ne s'attendait pas, donc comme quoi tout arrive. Mais voilà, bien se faire entourer et toujours y croire, toujours avoir de l'espoir. Justement, comment toi tu as fait pour, garder espoir pendant ces sept années à essayer d'avoir un enfant? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie? Alors moi, j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein. Déjà, je pense que ça fait la moitié du chemin. Les quelques spécialistes que j'ai vus, je les ai choisis. C'est-à-dire que non seulement je suis allée chercher des spécialistes pour l'endométriose, pour la radiologie, pour la gestion de la forte douleur, pour l'ostéopathie, enfin tout un tas de choses que j'ai pu faire, de la médecine douce, etc. J'ai cherché des professionnels un peu spécialisés aussi en endométriose, mais je suis allée chercher des avis sur ces professionnels, sur la toile, hein, sur Internet. Je suis aussi allée demander à des personnes qui ont cette pathologie, des gens qui pouvaient me conseiller, pour vraiment choisir ces spécialistes, parce que j'ai trop souvent entendu que des femmes ont été mal accueillies, mal écoutées, mal prises en charge. Et moi, je voulais pas de ça. Il était hors de question que ça se passe comme ça. Et il s'avère que, bah, alors, j'allais dire, j'ai eu beaucoup de chance. Après, il y en a qui disent qu'on a la chance qu'on mérite aussi, mais j'estime que, voilà, le fait d'avoir bien choisi, m'a aidé à ne tomber que sur des personnes très bienveillantes, très à l'écoute et qui ont vraiment eu un impact, pour ma santé mentale. Parce qu'effectivement, avoir une pathologie comme celle-ci, avoir un désir d'enfant et ne pas l'assouvir rapidement, ça a un impact très fort psychologiquement sur nos vies. Enfin moi, en tout cas, ça m'a impacté très lourdement. Mais j'ai su le gérer du mieux parce que d'une, j'étais très bien entourée, donc avec des spécialistes que j'ai choisis, comme j'expliquais. De deux, parce que j'ai tendance alors je ne sais pas d'où je tiens ça, mais il s'avère que, on va dire que c'est peut-être une force que j'ai. J'ai tendance à voir les choses de manière très positive, à me dire bon, certes j'ai une endométriose, certes elle est très profonde, j'en souffre. J'allais dire quelque chose de plus familier, mais je vais rester sur j'en souffre. Mais il y a pire que moi, voilà. Et il y a des cas qui sont pires, il y a des gens qui ont des pathologies qui sont mortelles, hein. Vraiment, je vais jusque là, hein, dans ma manière d'amoindrir la difficulté.
Voilà, je vais m'en sortir, je vais pas laisser la place à cette pathologie-là, je vais pas lui laisser la place en tout cas qu'elle veut prendre ou qu'elle devrait prendre dans ma vie et heu et voilà et je vais tout voir, de manière positive. Donc voilà, donc c'est comme ça que moi en tout cas j'ai été amenée à gérer, les choses, enfin mon cas personnel en tout cas et jusqu'alors ça m'a réussi. Ça veut pas dire que voilà, je souffre pas et encore aujourd'hui, chaque cycle est difficile, mais voilà, je pense que je fais les bons choix dans ce que je mets en place pour ne pas trop en souffrir et les bons choix aussi dans la manière dont je me fais suivre pour le gérer le mieux possible. Et puis voilà, je suis bien entourée aussi et ça fait aussi beaucoup le fait d'en parler de manière assez vraiment très explicite à ceux qui nous entourent, hein, pas obligé d'en parler à tout le monde. Ça aide. Enfin, je pense à ma famille, à mon compagnon, à mes amis proches. Voilà. Ils savent exactement ce que c'est, la pathologie, ce dont je souffre, faut pas avoir peur des mots. Ok, ça touche la sphère de l'intime, ça peut être un peu tabou, mais lorsqu'on parle à ses proches, je pense que l'on peut briser un certain nombre de tabous, en tout cas là-dessus. Et voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai appréhendé, en tout cas moi, la pathologie et que j'ai réussi enfin que j'y arrive à vivre avec le mieux possible, en tout cas. Mmh. Bah, merci pour, tous ces partages et ça me fait penser comme question, parce que tu parlais de santé mentale, c'est du coup toi, comment tu as pris soin de ta santé mentale? Donc déjà de ce que je comprends, tu as été hyper bien entourée, que ce soit par les professionnels de santé qui t'ont accompagnée, ton entourage, tu n'as pas de tabou et tu peux libérer la parole à ce sujet-là. Mais, je me dis peut-être que, tu parlais aussi d'anti-inflammation, donc peut-être aussi tu as une alimentation anti-inflammatoire, tu fais du sport, ce genre de choses, donc n'hésite pas à nous préciser tout ça. Oui, alors par rapport à l'alimentation, effectivement, alors aujourd'hui c'est plus le cas, hein, je fais plus très attention, je devrais d'ailleurs. Je me le suis dit il y a pas si longtemps lors du dernier cycle parce que c'était assez compliqué. J'ai eu un régime sans gluten et sans lactose pendant presque 2 ans, qui a porté ses fruits pour le coup. Donc je le partage parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Sans gluten, pourquoi? Parce que le gluten favorise les adhérences que crée l'endométriose. Donc les adhérences, c'est une espèce de tissu euh, collant, un peu élastique. Je le matérialise, je le visualise aussi parce que lorsque je me suis fait opérer en 2016, euh, j'ai le chirurgien qui m'a opéré qui m'a montré des photos de ce qu'il a vu, ce qu'il a nettoyé. J'ai fait une chirurgie, on va dire, pour nettoyer un peu toutes les adhérences, toutes les lésions que j'avais dans l'objectif effectivement d'avoir un enfant. Et j'avais un gros kyste sur un ovaire. Donc en fait, à la base, il m'opérait pour retirer ce kyste sur l'ovaire, mais il en a profité pour nettoyer toutes les adhérences. Et du coup, il m'a montré les photos. C'est pour ça que je visualise vraiment les choses. Donc il y a une espèce de tissu comme ça adhérentiel très élastique. Et le gluten favorise ça. Le gluten, c'est une espèce de farine collante là. Et quand on arrête le gluten, bah tout de suite, on digère beaucoup mieux. On se sent beaucoup plus léger après avoir mangé, tout simplement, avoir ingéré des aliments. Et dans notre transit aussi, c'est beaucoup plus fluide. Parce que la pathologie endométriose, selon si elle est profonde ou pas, elle peut avoir un effet sur tout ce qui est digestif et le transit. Pour le coup, c'était mon cas. Et c'est vrai que le régime anti-gluten vraiment est très efficace pour ça. Et le lactose, pourquoi? Parce que le lactose favorise l'inflammation. Donc les produits laitiers, il faut éviter quand on a de l'endométriose, surtout à la période du cycle ou de l'ovulation, parce que c'est les périodes qui sont douloureuses. Et là, ça va favoriser l'inflammation, donc la douleur. Et donc pour l'avoir fait quasiment 2 ans, un peu moins, 1 an et demi, on va dire, c'était pas facile à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, les bienfaits sont tellement efficaces et réjouissants, on va dire, que du coup, bah, on poursuit et on se sent bien, quoi. Donc, si on associe ça au sport, évidemment, le fait d'avoir de la mobilité, les tissus sont en mouvement, donc ça colle moins, ça adhère moins. Donc, c'est pourquoi on recommande aussi de faire du sport. Donc, j'ai pas été forcément très au top sur le côté sportif. Néanmoins, j'en fais quand même un peu, mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus pour que ça ait
des bénéfices en tout cas sur l'endométriose. Mais oui, oui, effectivement, tu fais bien de le préciser, c'est important, l'alimentation et l'activité physique complètement. Mmh, et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y a des contre-indications en termes de sport pour l'endométriose ou les femmes qui sont atteintes d'endométriose peuvent faire tout type de sport? Je saurais pas te dire. Pour le coup, je me suis jamais, tellement penchée sérieusement sur la question du sport. J'ai une amie, qui est coach sportive, bah, Marie-Agnès, que tu dois connaître, que tu connais d'ailleurs, Et que j'ai qui est coach interviewé. sportive. Voilà, pour qui elle, voilà, c'est très bénéfique et elle saurait mieux en parler que moi elle le fait dans son quotidien et elle en ressent les bénéfices, donc c'est clair que ça l'est. Après, quelle activité en particulier, je saurais pas te dire. Bon, il est clair que pendant le cycle, il y a quasi toutes les activités sportives que je ne pourrais pas faire parce que je suis trop dans le mal. Mais est-ce qu'il y a effectivement peut-être le yoga? Je pense que le yoga, c'est un sport qui doit être quand même assez plutôt pas mal pour l'endométriose. Maintenant, voilà, je saurais pas te dire là-dessus. Mais du coup, ça me fait penser aussi pour rebondir à ce que tu disais, plus tôt que, comment dire? Ben, en fait, vu que tu es employée à temps plein dans un grand groupe également, et comment on fait pour, parler, de ce genre de sujet en entreprise qui n'est pas forcément évident parce que ça touche à la sphère de l'intime? Forcément, quand il y a des douleurs, c'est, plus difficile d'être productif, ce genre de choses. Donc comment on fait pour gérer un quotidien dans une entreprise quand on a de l'endométriose? Alors ça, c'est une bonne question et je pense pas que je serais le meilleur profil pour y répondre bien, entre guillemets, parce que pour moi, c'est très délicat. Personnellement, j'en ai jamais parlé dans mon travail. C'est pourquoi j'ai répondu tout à l'heure que vivre avec une endométriose, c'est serrer les dents au travail. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Incognito. J'avais beau souffrir, je pense que personne ne s'en est rendu compte. Et c'est pourquoi aussi j'ai toujours ma fameuse trousse blindée de médocs et avec mes petites électrodes pour pouvoir pallier quand c'est trop difficile. Mais ça va, j'arrive à bien gérer avec ça, ça me soulage vraiment bien et j'ai cette chance. Il y a des femmes qui ont des atteintes, des lésions qui ne leur permettent pas de pouvoir y faire face seulement avec des médicaments. Donc moi j'ai cette facilité-là, donc c'est ce qui m'a aussi permis de serrer les dents plus facilement peut-être au travail et de ne pas avoir à en parler. Euh, donc comme tu disais, c'est une maladie qui est certes chronique mais est reconnue, mais voilà, qui touche la sphère de l'intime. Et c'est vrai que c'est une barrière que je voulais pas dépasser moi dans mon job. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Avec des femmes dans mon travail, on a déjà pu parler d'avoir des règles douloureuses. J'ai déjà pu dire que j'avais de l'endométriose. Mais voilà, enfin, de là à ce qu'elles ressentent quand je suis en cycle ou quand je suis dans la douleur, c'est encore autre chose. Quand j'ai besoin de faire une pause ou de venir, de rester en télétravail parce que c'est trop compliqué, non, j'en suis jamais arrivée là. Je suis même allée travailler vraiment dans le mal. Je saurais pas forcément de bons conseils sur cette question parce que peut-être qu'effectivement c'est mieux de pouvoir en parler, mais ça c'est propre à chacun. La parole, elle se libère sur plein de sujets, en tout cas relatifs à la femme. C'est vrai, mais chacun a son rythme. Pour le coup, moi, je suis pas hyper open, en tout cas dans la sphère professionnelle, pour en parler librement. Peut-être que ça viendra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, j'ai la chance de travailler dans une grande entreprise qui a mis tout en place pour permettre d'avoir ce genre d'échange avec des personnes, des RH chez nous ou des assistantes sociales ou des psys. Enfin, il y a vraiment tous les professionnels adaptés qui peuvent accueillir ces échanges-là et les besoins qu'on peut avoir. Voilà, c'est pas du fait de mon entreprise, c'est vraiment du fait de ma volonté à moi de garder ça perso, quoi. Donc je serre les dents. Je serre les dents, je prends sur moi. Oui, c'est sûr, c'est propre à chacune de ce sujet-là. Si tu te sens pas à l'aise de discuter ça au travail, en effet, ça sert à rien de se forcer et de te mettre mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de toi et de toute façon, comme tu as pu le mentionner, tu es bien entourée par ta famille, par, tes amis, par les personnes, qui t'accompagnent. Mais du coup, tu penses que, voilà, si jamais il y a un moment où tu te dis: «Bon, j'ai pas le choix, là,
tu pourras potentiellement le dire, mais ce sera en effet à chacun son moment, en tout cas, pour pouvoir libérer la parole si on en a envie ou pas. C'est le choix de faire. Ouais, mais je pense que ça peut être une bonne chose hein, pour le coup, pour que voilà, la prise en charge aussi dans l'entreprise soit mise en place en fonction de la personne. Et j'entends de plus en plus d'ailleurs d'entreprises qui mettent en place un congé spécial pour congé menstruel, ça s'appelle, pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Donc amen, pourvu que ça dure et que ça soit mis en place un peu partout. Donc voilà, il y a la société évolue en ce sens, la société aussi professionnelle, j'entends, pour les employés, les salariés. Donc voilà, ça va aider aussi à libérer la parole puisque le fait de mettre en place ce type de congé-là, par exemple, montre que le sujet n'est plus si tabou, enfin ne l'est de moins en moins, et potentiellement les femmes pourront en parler plus facilement. En tout cas, ça évolue en ce sens-là. Donc c'est une très bonne chose. Ça me fait penser à un de mes premiers épisodes de Matrimoine féministe avec Héloïse Bouillou qui, je me rappelle, préférait utiliser le terme, arrêt menstruel au lieu de congé menstruel, parce que quand on pense à congé, on pense à vacances, alors que arrêt, on pense à arrêt maladie et du coup, dans l'esprit, c'est mieux accepté, en tout cas. Ah ouais, très juste. Ça fait sens, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que c'est pas évident de faire évoluer, enfin, il y a tellement de choses à faire évoluer dans la société, mais il faut que tout le monde soit, heu partie prenante pour faire évoluer les choses. Il y a des priorités sur tout plein de sujets, donc il faut faire en fonction de soi ce qui est important pour notre propre développement. Donc ouais, c'est pas évident, je pense, d'avoir un consensus parce que, par exemple, pour reparler de l'arrêt menstruel, en fait, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a les personnes qui, comme toi, peuvent se dire, bah oui, c'est chouette, les femmes, elles peuvent prendre ce congé, enfin plutôt cet arrêt, plutôt que le congé, du coup, ne pas souffrir, au travail. Mais il y a d'autres personnes qui pourraient se dire: «Bah oui, le problème, c'est que, les femmes, on va pas vouloir les embaucher parce que justement, elles auront cet arrêt à prendre et patati patata». Donc ouais, c'est un peu un bourbier, un peu tout ce qui peut se passer, toutes les réflexions qu'on peut avoir. Ouais, complètement. Non, c'est vraiment pas évident. Et puis je pense que on est dans un monde où encore aujourd'hui où la cause de la femme, enfin qui est propre à la femme et uniquement à la femme, est malheureusement moins pris en charge. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs la prise en charge de l'endométriose n'a pas, enfin selon moi, n'a pas évolué comme ça devrait l'être aujourd'hui. Mais bon, piano piano, on va déjà se réjouir qu'il y ait cet arrêt menstruel qui soit déjà mis en place, pas partout, mais ça commence à être dans certaines entreprises, pourvu que ça dure et que ce soit élargi massivement, quoi. Mmh, mmh mh. Et ça me fait penser, là, comment dire? À l'heure d'aujourd'hui, bon, nous sommes en 2025, au moment où on enregistre cet épisode, fin février, et du coup, je voulais savoir où en était, la recherche de la maladie. Parce que de ce que j'avais entendu, c'était il y a un peu longtemps, il y avait des tests salivaires qui avaient été mis en place, donc les choses évoluent, mais est-ce que du coup, il y a d'autres insights, ou par rapport à la détection, prévention et suivi, accompagnement de la maladie? Alors, ce que je sais, moi, effectivement, c'est ce test salivaire qui est mis en place, mais il y a encore un sujet avec la sécurité sociale pour que ce soit pris en charge, pour que toutes les femmes qui, à un moment donné, sont confrontées à des douleurs au-delà de la normale au moment du cycle puissent avoir accès à ce test sans que ça leur coûte de l'argent. Donc, on en est là. Maintenant, il faut que ce soit mis en place pour que chacune puisse en bénéficier. On n'en est encore pas là. Je pense qu'il y a qu'un groupuscule de personnes en fonction de l'âge, je crois, qui aujourd'hui y ont accès. Alors après, je mets des parenthèses, des guillemets et plein de pincettes à ce que je dis parce que je suis pas experte dans le domaine, mais bon, je lis un certain nombre de choses sur le sujet parce que forcément ça me touche, donc ça m'intéresse. Et puis j'ai une petite fille, donc j'ose espérer que elle ne souffre pas d'endométriose plus tard, que je ne lui ai pas transmis cette pathologie. Et du coup, je me tiens informée pour le cas où. Et si c'était le cas, qu'on le sache le plus tôt possible et qu'elle soit prise en charge au mieux. Forcément, ça fait écho et ça m'intéresse. Au-delà des tests salivaires, je sais qu'ils expérimentaient
des tests aussi sanguins et d'urine basés sur des biomarqueurs spécifiques pour déceler l'endométriose. Maintenant, c'est toujours au stade de la recherche, donc où ça en est, est-ce que ça sera disponible en 2025? Je ne sais pas. Et aussi il parlait d'imagerie un peu plus précise pour un diagnostic plus précoce, parce que c'est vrai que toutes les imageries ne décèlent pas forcément l'endométriose. Ce qui la décèle vraiment, c'est l'IRM. Malheureusement, les premières images qu'on nous fait faire, ce sont des échographies pelviennes. Donc parfois, en fonction de l'âge, on ne fait pas forcément une échographie pelvienne endovaginale. Surtout si on est jeune, c'est compliqué. Et l'échographie pelvienne par le ventre, comme quand on est enceinte finalement, ne permet pas de bien visualiser non plus. Donc, il recommande de faire une IRM pour vraiment savoir où on en est au niveau de l'endométriose. Sauf que l'IRM, c'est un peu plus lourd et ça coûte plus cher. Enfin bref, c'est encore des sujets qui nous dépassent. Mais du coup, voilà, il y aurait peut-être le déploiement d'imagerie qui serait plus précise pour diagnostiquer précocement l'endométriose. Après, ils sont en train de faire pas mal de recherches aussi sur la compréhension des causes. Bien qu'on sache que l'endométriose est liée à des facteurs hormonaux, immunitaires et parfois on dit génétiques. On ne sait pas vraiment les causes exactes. En fait, en tout cas, sont mal comprises, mal identifiées à ce jour. Donc, on sait que des chercheurs examinent encore les interactions entre ces différents facteurs pour mieux comprendre d'où vient cette maladie. Donc, c'est encore le flou artistique. On sait que c'est une pathologie qui a eu un impact sur la fertilité, donc qui est d'office reconnue comme une maladie prioritaire pour avoir recours à la PMA. Voilà, procréation médicalement assistée. Donc normalement, quand on a une endométriose, on est pris en priorité sur tous les dossiers de femmes qui sont en parcours de PMA parce qu'on a une pathologie qui l'explique, enfin qui justifie que c'est compliqué d'avoir un enfant. Et derrière, les traitements vont être plus faciles pour ces femmes-là pour avoir des stimulations ovariennes, la congélation d'ovocytes par exemple. Parce qu'on sait que depuis la loi la PMA pour toutes, maintenant on a la possibilité avant 37 ou 38 ans, je crois que c'est 37 ans l'âge maximal pour avoir recours à la congélation d'ovocytes. Et lorsqu'on a une endométriose, on peut y avoir recours plus rapidement. On sait qu'il y a beaucoup de temps d'attente depuis que cette loi est passée, puisque beaucoup de femmes qui ont passé 30 ans, qui n'ont pas forcément de compagnon et qui ont envie d'avoir des enfants, que ce soit des femmes hétérosexuelles ou homosexuelles, vont avoir recours à la congélation d'ovocytes. Et la question de l'endométriose est prise en priorité sur tous ces dossiers-là. Que quand on a une endométriose, on subit une pathologie qui altère notre fertilité et potentiellement la réserve ovarienne. Donc, il faut qu'on congèle rapidement nos ovocytes quand on a un désir d'enfant, alors qu'on soit en couple ou pas, mais avant qu'on ait l'âge fatidique, entre guillemets. Il y a toujours une question d'âge quand on est des femmes. Je trouve ça assez difficile à vivre. C'est compliqué, c'est injuste même d'ailleurs. Et du coup, voilà, pour congeler ces ovocytes rapidement, c'est possible quand on a une endométriose. Enfin, c'est possible. Ça facilite un peu les choses. Il faut bien qu'il y ait du positif dans tout ça, parce que voilà, la pathologie justifie clairement. Donc en résumé, bien qu'il y ait quelques progrès qui aient été réalisés et les recherches qui sont en cours, ça reste quand même l'endométriose une maladie complexe dont la recherche continue à se développer pour améliorer la qualité de vie des patientes, des femmes, et trouver les meilleurs traitements qui soient. Parce qu'aujourd'hui, bien qu'on soit en 2025, on ne guérit pas cette maladie. On l'endure jusqu'à la ménopause. Donc, ce qu'on vous propose lorsqu'on a cette pathologie, c'est une ménopause artificielle, donc une espèce de pilule continue, sachant que cette pilule continue que moi-même j'ai prise au début, quand j'avais 30 ans, que j'avais pas encore vraiment le désir d'enfant, qui arrivait vite après, aussi parce que j'ai su que j'avais une pathologie qui pouvait compliquer les choses. Mais à 30 ans, on m'a mis sous ménopause artificielle. Sauf que ces ménopauses artificielles, elles ont des effets secondaires, donc il faut le savoir. Normalement, les médecins doivent vous le dire. Et maintenant, aujourd'hui, on vous alerte sur les risques
que vous prenez si vous prenez ces ménopauses artificielles-là trop longtemps. Donc des risques de tumeurs, notamment au niveau du cerveau. Donc vous pourrez faire des recherches sur internet. Et il est vrai que moi je l'ai lu à plusieurs reprises et que une médecin qui me l'a préconisé, me l'a ordonnancé, m'a alertée en me disant attention, euh, l'OMS nous demande, l'Organisation mondiale de santé, pardon, nous demande de dire à nos patients que potentiellement il y a un petit risque minime, mais il existe, qu'à la prise de ce traitement de ménopause artificielle, donc ça dépend des traitements, hein, il y a un risque derrière de développer une tumeur, donc a priori bénigne au cerveau. Donc sachez-le. Après, on en fait ce qu'on veut. Donc c'est soit on prend ces traitements et on est en paix, c'est-à-dire que pour l'avoir fait pendant un certain nombre de temps, effectivement, en ménopause artificielle, je revis, je n'ai plus de règles, je n'ai plus aucune douleur et j'ai la chance de ne pas avoir tellement d'effets secondaires. Il y a des femmes qui ont des effets secondaires de la vraie ménopause, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, plus de libido, la sécheresse vaginale, la prise de poids, enfin voilà. Oui, oui, qui dit ménopause artificielle dit ménopause, et dans ménopause, il y a ces effets secondaires chez certaines femmes. Et voilà, et c'est vrai que bah on peut prendre ça à 25 ans, à 30 ans et avoir les mêmes symptômes, donc il faut le savoir. Moi, j'ai eu la chance de ne pas tellement en avoir, donc pour moi, c'était vraiment tout bénef d'être sous ménopause artificielle. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu peur des répercussions, notamment au cerveau, donc de ce que je pouvais lire, de ce qu'on a pu me dire. Donc j'ai décidé d'arrêter et de gérer la douleur moi-même chaque mois. Après, c'est propre à chacune, hein, encore une fois. Euh, mais voilà, donc ça s'opère, ça ne se guérit pas. Soit ça se traite par ménopause artificielle, je reprends le fil de ce que je voulais dire, soit on opère, c'est ce que j'ai subi moi en 2016, une opération qui consiste à retirer un kyste sur un ovaire et qui consiste aussi à nettoyer toutes les adhérences et toutes les lésions que l'on peut avoir. Donc c'est très méticuleux. Pour ma part, ça a duré un peu plus de 5 heures. Mais derrière, j'ai pu en voir aussi les bénéfices puisque je n'ai plus fait d'énormes crises comme je pouvais faire avant l'opération. Mais à un moment donné, ça revient évidemment et voilà. C'est pourquoi on parlait d'alimentation, d'activité sportive, de médecine douce, la sophrologie, le yoga, c'est une activité sportive qui peut être aussi une médecine douce si c'est bien accompagné. L'ostéopathie gynéco, pour le coup, je l'ai fait et c'est vrai que c'est bien. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut mettre en place qui peuvent soulager le corps et l'esprit pour le vivre le mieux possible. Donc les perspectives d'évolution pour l'endométriose en 2025, ça devrait s'améliorer grâce aux avancées à la recherche, mais voilà, à date, il n'y a pas encore de révolution. Si ce n'est ce test salivaire, c'est déjà un très très grand pas et voilà, pourvu que ça soit ouvert à toutes. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est hyper intéressant, toute la présentation que tu nous as faite pour pouvoir, choisir en conscience. Le savoir, c'est une forme de pouvoir et en effet, une fois qu'on a les informations qui nous sont données, on peut se dire: «Bon, OK, je veux choisir, d'avoir une ménopause artificielle» ou «Non, finalement, ça me fait peur, pour les effets secondaires» et c'est hyper important, de le souligner et de libérer la parole parce que c'est si tu fais un choix et que tu n'es pas au courant de tout ce qui peut se passer derrière, bah là, tu peux vite te retrouver en porte-à-faux, regretter, tout ce que tu veux. Et ça m'amène aussi, en question qui a émergé pendant qu'on discutait parce que, hem, le fait on parlait aussi de la pression un peu sociétale, des gens, qui disent: «Bah, alors c'est quand que tu auras des enfants?» ou que, bah, du coup, il y a la fameuse horloge biologique qui tourne quand on est une femme après 30 ans et tu parlais des femmes justement qui font congeler leurs ovocytes parce qu'elles ont pas de partenaire et qu'elles ont très envie d'être maman. Mais du coup, comment on fait pour gérer, la pression de l'horloge biologique quand on est une femme? Ou du moins toi, comment tu as fait? C'est difficile parce que dans mon cas, moi, il y avait ce désir-là qui était très fort, qui arrivait euh, pas loin des 30 ans. J'étais déjà en couple depuis longtemps. On avait ce désir-là à deux.
Et puis ce qui était compliqué, c'est que bah on essayait, mais que ça n'arrivait pas et que bah les années passent et que l'horloge biologique est là. On vous le rappelle sans cesse, hein, que ce soit les médecins, les proches. Ils le font pas exprès, c'est pas pour vous faire du mal, mais c'est automatique. On vous dit toujours attention, t'es plus toute jeune, t'as 30 ans passés, faudrait y penser. Dans notre cas, en plus, on n'avait pas envie de partager le fait qu'on essayait d'avoir un enfant parce que c'était quelque chose de personnel, d'intime, et on voulait pouvoir faire la surprise aussi à nos proches le jour où ça arrive. Et puis, on n'avait pas envie de partager nos douleurs et nos épreuves parce que c'était très, très difficile pour nous deux et que c'était vraiment quelque chose qu'on vivait à deux, quoi. On était dans notre bulle là-dessus et du coup, bah, on boitait en touche. Et sauf que quand on te pose la question ou qu'on te rappelle à ton âge et au fait qu'à un moment donné, ce serait pas mal d'avoir un enfant, déjà d'une, t'en as peut-être pas envie d'avoir un enfant. De deux, t'essayes peut-être et ça n'arrive pas. De trois, t'as peut-être fait une fausse couche il y a 15 jours. De quatre, t'es peut-être enceinte et t'es dans tes 3 mois où t'attends de pouvoir l'annoncer. Enfin, on ne sait pas dans quel contexte est la personne. Et en réalité, je trouve ça très, comment dirais-je, c'est une question qui part d'un bon sentiment que les gens posent parce qu'ils ont envie de vous voir avec un enfant, ils ont envie, si c'est les parents, d'être papy-mamie, si c'est les amis, d'être tonton papa, enfin voilà, ils se projettent aussi à travers vous. Mais chez vous, ça peut faire écho à de la douleur et à une grosse frustration ou à une grosse pression. C'est là où j'en reviens à l'horloge biologique. Ça met une pression d'enfer parce que dans mon cas, le désir était là, mais la grossesse ne pointait pas le bout de son nez, jamais. Donc, euh, donc oui, oui, ça fait peur. Après, moi, on m'a pas orienté tout de suite vers de la congélation d'ovocytes parce que j'étais en couple. Et donc, ça fait toute la différence quand on est en couple, on essaye activement et on nous aide dans ce processus-là. Mais, euh, mais, euh, mais on vous ne propose pas de congeler vos ovocytes puisque c'est pas nécessaire. Autant utiliser les ovocytes frais, entre guillemets, que vous avez sur des cycles spontanés plutôt que de les congeler. Si j'avais été célibataire, en revanche, ou si j'avais ce désir, enfin, si le désir d'enfant n'était pas encore là, dans notre situation, on nous l'aurait proposé. C'était pas le cas, donc on nous l'a pas proposé. En revanche, moi, mon conseil aujourd'hui aux femmes qui ont de l'endométriose et qui vont écouter ce podcast, et pour le coup, je l'ai conseillé à plein de femmes autour de moi et nombreuses sont celles qui ont fait la démarche et qui aujourd'hui ont congelé leurs ovocytes, que ce soit en France, pardon, ou en Espagne. Euh, la charge mentale, la charge mentale. On en revient à cette pression, à cette horloge biologique, mais si on peut avoir, enfin, si on nous propose une solution pour libérer cette pression et cette charge mentale, mais prenons-la à bras le corps et profitons-en. C'est pas si souvent qu'on a ce type d'opportunité quand on est une femme en France. Aujourd'hui, ça l'est. Alors, il y a encore des barrières, des freins d'âge, etc. Mais enfin, pour celles qui le peuvent, profitez-en et faites-le le plus tôt possible. Plus vous êtes jeune, plus vos ovocytes sont de qualité, plus vous mettez de chance de votre côté pour avoir un enfant un jour, pour un ou deux ou trois enfants, et peut-être que le parcours de votre vie fera que vous n'aurez même pas besoin d'utiliser vos ovocytes congelés et que vous aurez un compagnon et que tout se fera naturellement. Mais au moins, la charge mentale est libérée et ça n'a pas de prix. Et franchement, je recommande vivement, mais faites-le, profitez-en et au moins ça, voilà, ça libérera la charge mentale. Vous ne les utiliserez peut-être pas, mais peut-être que du coup, ceux que vous aurez congelés, bah, vous pourrez les donner à des femmes qui en auront besoin. C'est un autre sujet, mais j'en profite aussi pour le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de donneuses. Donc, voilà, il y a plein de choses très positives au fait de congeler ses ovocytes quand on est une femme qui a un désir d'enfant un jour et qui n'est pas disposée à le faire ou à mener ce projet-là tout de suite et qui ne sait pas quand ce sera le cas. Voilà, on sait qu'aujourd'hui on a jusqu'à 37 ans pour le faire, donc faites-le, profitez-en, faites-le. C'est sur liste d'attente, mais on peut aller partout en France, aller dans les petites provinces, le faire.
vous gagnerez du temps. Et voilà, j'ai pas mal de proches qui l'ont fait et voilà, je recommande vivement. Et donc voilà, pour en revenir à mon cas, l'horloge biologique, oui, c'était un vrai sujet qui m'a pris la tête et je suis tombée enceinte naturellement à 38 ans. Allez savoir pourquoi. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Est-ce que c'est le mindset, le côté je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, j'y crois toujours, je reste positive et je sais que ça arrivera. Martel en tête. Voilà, moi je me dis que ça fait une part du chemin. J'ai toujours pensé, j'ai toujours su que de toute façon j'aurais un enfant un jour. Je savais pas comment, par quel biais, mais voilà, c'était clair pour moi, j'aurais un enfant, donc j'ai toujours avancé en ce sens. Et il s'avère que c'est arrivé comme ça par miracle. Donc voilà, comme quoi il faut toujours garder espoir. Il faut se nourrir de ce qui est positif. Voilà, il faut être résilient. Je pense que c'est aussi une force que j'ai pu avoir à un moment donné, la résilience. Et j'ai eu plusieurs spécialistes qui m'ont accompagnée dans ma douleur, dans la gestion de la douleur en tout cas, que ce soit une, accupon- une acupunctrice, une ostéo, gynéco, la spécialiste de la gestion des fortes douleurs. Elles m'ont toutes les trois dit, euh, vous savez, le meilleur médicament, c'est le cerveau. Et, euh, et ça a toujours fait écho. J'ai toujours gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et je me suis dit, ok, partant de là, si le meilleur médicament, c'est le cerveau, je vais rester super positive. Je vais pas donner sa place à la maladie, c'est-à-dire que la place que elle veut prendre avec tout ce qu'elle m'envoie de négatif, de douloureux et d'épreuves, parce qu'elle m'a envoyé beaucoup d'épreuves, cette maladie. Je vais transformer ça en quelque chose de plutôt positif et voilà, et en faire voilà, pas une force parce que c'est clairement pas une force hein, aujourd'hui, mais en faire quelque chose qui est minime. Finalement, le reste c'est moi et le mental et voilà. C'est pas magique. Je sais pas si c'est ça, on saura jamais hein, qu'est-ce qui a fait que, mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que moi j'appréhende les choses et que je mène ma vie avec cette maladie et comment je la vis, on va dire, au quotidien, quoi. Il n'y a pas de règle. Non, mais c'est très beau tout ce que tu nous dis parce que, ce que ça me fait écho dans le sens reprendre le pouvoir sur sa vie, que ce soit, bah, toi avec, ta façon de penser, de positiver ou par exemple l'exemple que tu as donné avec ces fans pour faire des dons d'ovocytes pour alléger leur charge mentale et pouvoir, comme tu l'as si bien précisé, si jamais, voilà, elles peuvent avoir un enfant, comme ça, de façon naturelle, bah, de pouvoir permettre à d'autres d'en profiter et du coup ça fait un vrai système vertueux où tout le monde peut y trouver son compte et avancer dans les projets qui sont importants pour soi. Donc ouais, je trouve ça, très beau tout ça. Et vu qu'on approche déjà à la conclusion de l'épisode, bah, il nous reste quelques petites questions à voir ensemble. Du coup, toi, quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Bah écoute, mon mot de la fin, ce serait déjà de te remercier pour ton intérêt à cette pathologie, à mon cas. Remercier celles qui vont écouter ce podcast parce que même si elles ne sont pas concernées, l'écouter, c'est s'informer. Et s'informer, c'est pouvoir partager derrière. Et c'est comme ça que les choses évoluent en fait. Parce qu'on est informé, donc on peut en parler, on peut alerter, on peut guider, orienter. Voilà, c'est la clé pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. La première chose qu'elles vont faire, c'est se renseigner. Alors sur Internet, hein, c'est le réflexe, mais aller sur des forums, écouter des podcasts. Maintenant, on a multiples podcasts qui permettent de s'informer, d'en savoir plus, de se rassurer, d'écouter des témoignages. Moi, ça m'a aidé. Et puis, on peut se créer des amitiés aussi. Enfin, c'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Agnès, d'autres femmes autour de moi, en discutant sur des forums, parce qu'on partageait les mêmes choses au même moment, on se posait des questions, on savait pas où on allait. Donc voilà, donc mon mot de la fin, c'est merci de votre intérêt. Merci de transformer ça derrière en quelque chose de positif qui va apporter, qui va aider les autres. Et,
Et surtout, voilà, encore une fois, il faut rester positif, il faut se dire que voilà, malgré tout, ça peut paraître un peu bateau ce que je vais dire, un peu monde de oui oui, mais voilà, la vie est belle, elle mérite, je pense, même dans la douleur, hein, et je sais de quoi je parle, hein, vraiment, j'ai une endométriose profonde. À une époque, on parlait de stade, maintenant c'est plus trop le cas. Moi, elle est de stade 4. Donc je sais ce que c'est la douleur. J'ai eu la chance d'avoir une enfant. Je sais ce que c'est les contractions, l'accouchement. Je peux vous dire que l'endométriose, pour mon cas, c'est plus douloureux que les contractions d'un accouchement. Voilà, moi je peux comparer. Je me suis toujours posé cette question. Voilà, je peux vous dire que voilà, je sais ce que c'est la douleur. Je peux paraître très très positive, très monde de oui oui quand je m'exprime, mais en fait non, vraiment le positif, c'est la clé. La résilience, c'est une vraie arme. Voilà, il faut appréhender les choses le mieux possible et se faire accompagner par des bonnes personnes que l'on choisit. Surtout, c'est important. Je pense que je pourrais terminer par ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et ça me fait penser que, bah, justement ta positivité, ta résilience, elle s'est construite dans les épreuves et que, bah, ça fait partie du chemin de la vie. On choisit pas qu'est-ce qu'on va, ressentir, vivre et justement, on peut prendre la décision sur comment on va, voir les choses, comment on va réagir par rapport aux épreuves. Ça, c'est notre plus grande, force en tout à chacun. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Changeons les perceptions qu'on peut avoir, sur les épreuves et bah, ça fait partie de la vie en fait. Il y a pas que, des hauts, il y a pas que des bas et c'est important de le normaliser. Je suis totalement en phase avec tout ce que tu dis. Complètement. Et du coup, dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Sur la question de l'endométriose, Ouais, et plus largement. alors sur la question de l'endométriose, j'ai pas vraiment de rôle modèle. J'ai des personnalités publiques qui, à un moment donné, en ont parlé. À un moment où moi, j'apprenais que j'avais cette maladie-là, donc qui m'ont rassurée. Je pense surtout à Imani, la chanteuse, parce que c'est une chanteuse que j'écoutais en plus. Et quand elle a pris la parole sur le sujet, ça m'a rassurée. Me dire, ah bah, cette femme-là, elle est normale, elle réussit, elle est belle, elle a des enfants. Quand j'ai vu qu'elle avait des enfants, parce que du coup, j'ai suivi son parcours, ça m'a tellement rassurée. Je me suis dit, mais c'est possible, quoi. Et la preuve. Donc oui, je pense à Imani. Et elle est ambassadrice en plus de l'association Endomind. Donc voilà, pour des ressources qu'on peut chercher, je recommanderais cette association-là avec Endo France aussi. Mais voilà, en rôle modèle sur l'endométriose, j'ai pensé à Imani. En rôle modèle autre, d'une manière générale, euh, pff, là je vais être très dans le perso, hein. Je pense aux femmes de ma vie, je pense à mes grands-mères, ma mère, mon arrière-grand-mère, qui ont été des femmes. Donc ma mère est toujours là, hein, mais je pense à mon arrière-grand-mère et ma grand-mère qui ont été des femmes très fortes, qui ont vécu des épreuves très douloureuses toutes les deux et voilà, qui ont beaucoup contribué à faire ce que je suis aujourd'hui, qui ont contribué à mon éducation aussi. Voilà, je pense à elles. Sinon, dans la vie courante, je suis attachée à des femmes dont je ressens une sensibilité forte, souvent un peu écorchée vive. Ça me touche et quand on me touche, ça m'attire, voilà, j'ai une sensibilité qui fait que voilà, je vais être attirée par ces personnes-là. Donc je pense à des femmes comme Muriel Robin par exemple. Ça peut être un peu à contre-courant là ce que je dis, mais c'est une femme qui me touche parce que elle a différents combats aussi autour de la cause des femmes qui me parlent et elle est écorchée vive et elle a été très résiliente aussi dans sa vie. Et puis plus jeune, j'étais très attirée par l'humoriste qu'elle était quand elle était plus jeune et je l'imitais d'ailleurs beaucoup. Et ce qui a fait que je me suis intéressée à cette femme et que j'ai suivi son parcours et vous pourriez lire sur elle et vous intéresser aussi à sa vie de femme. Et vous verrez qu'elle a pas mal de combats aussi pour les femmes.
notamment les violences faites aux femmes pour lesquelles elle se bat. Et voilà, j'aime beaucoup cette femme, donc je pense à elle là comme ça sans y avoir trop réfléchi. Mais ouais, Julie Gaillet aussi, j'aime beaucoup. Voilà, pour les rôles un peu modèles. Oui, non, c'est très inspirant. Merci pour ces partages. Il me reste 3 dernières questions. Du coup, il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Les associations Endomind, Endo France aussi. C'est les associations sur lesquelles moi je suis allée lorsque j'ai fait des recherches et auprès desquelles j'ai eu un accueil véritablement, un accueil pas qu'écrit, de vive voix. J'ai rencontré à des tables rondes. Enfin voilà, on rencontre aussi les gens physiquement. Et qu'est-ce que ça aide quand on est dans le flou, quand on ne sait pas ce qu'on vit, quand on n'a pas les clés, quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas à quoi on est confronté, à quoi on va être confronté par la suite, d'avoir des réponses, des témoignages, ça nous rassure. Enfin, moi, pour le coup, ce qui me rassurait beaucoup, c'était d'avoir des femmes autour de moi qui avaient la même pathologie que moi et qui avaient des enfants. C'était vraiment ça, moi. Moi, c'était ce désir d'enfant qui était plus fort que tout et qui me faisait très peur. Et c'est vrai que au travers de ces ressources-là, ces associations, j'ai été mise en relation avec des femmes, des experts, des spécialistes aussi. Ils sont capables de vous orienter vers les bons spécialistes en fonction du besoin. Et ça a été très, 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 très bénéfique, un vrai plus. Donc vraiment, sans hésiter, les associations. Mmh. Oui, c'est important car comme tu dis, on a l'impression qu'on n'est pas seul, comme tu le disais aussi avec l'exemple de la chanteuse, qu'elle ait suivi son parcours et que c'est important pour garder l'espoir, comme, le message que tu donnes aussi dans ce podcast, je trouve. Ouais. Et du coup, que signifie le terme féminisme pour toi? Alors pour moi, le féminisme, c'est vouloir porter les femmes au même rang de traitement que celui des hommes, en fait, avoir l'égalité des sexes. Pour moi, c'est vrai, c'est véritablement ça. C'est souhaiter que la place de la femme à tous les niveaux de la société, elle soit celle qu'elle mérite. Voilà, ni plus ni moins. Pour moi, c'est ça. La sororité aussi. Ça manque encore un peu, mais c'est de mieux en mieux, je trouve. Petit à petit, on y arrivera. Complètement. J'ai bon espoir en tout cas. Oui, moi aussi, c'est important pour faire changer, les mentalités, tout passe par l'éducation et les réseaux. En plus, ouais, des réseaux d'entraide féminins, il y en a de plus en plus. Ah ouais, c'est super. J'encourage. La même. Et du coup, ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, une femme qui est de ma sphère amicale, qui elle aussi a traversé une épreuve compliquée avec une maladie, plutôt féminine aussi, c'est la boulimie. Elle a su s'en sortir par l'esprit et elle a témoigné ensuite au micro d'Arte Radio notamment. Un super témoignage que je vous invite à écouter. Euh, Elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup aidée aussi au travers des échanges qu'on a pu avoir à des moments clés de mon parcours. Elle le découvrira sans doute aujourd'hui d'ailleurs. Si elle écoute ce podcast, je lui partagerai. Elle s'appelle Caroline Arouette. Elle a été journaliste. Vous mettez Caroline Arouette, Arte Radio, Boulimie. Vous pourrez écouter son témoignage qui était bouleversant. Et voilà, pour moi, c'est une femme très inspirante, très forte et voilà, qui a une sensibilité que j'ai accueillie à bras ouverts et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Voilà. Merci du partage. Je ne la connaissais pas du tout, donc j'irai regarder, sur Arte, ce qu'elle a fait, comme interview, sur le sujet de la boulimie, donc merci du partage en tout cas. Merci à toi de poser cette question. Normal. Et du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi, merci à toutes. Ciao, ciao! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire.
Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!